Et il y a des choses, moi j'ai eu une réunion avec la NSM et la pharmacovigilance et alors on n'était pas du tout sur le même dans le même monde, hein, on n'est pas sur la même planète, les réalités étaient extrêmement différentes, et ils m'ont dit: «Non mais nous on n'a pas d'hystérectomie et tout». «Ah bon?» Moi j'ai le document en fait, où les gens vous ont fait une déclaration de pharmacovigilance, les femmes, je peux vous envoyer le numéro de la déclaration si vous voulez, où elles ont déclaré des hystérectomies. «Ah non, non, on n'en a pas». Voilà. Bienvenue, bienvenue Mélodie dans ce premier épisode de Resilience.tv, une chaîne qui a pour vocation d'accueillir des personnes qui ont navigué dans la mer agitée de l'ère qu'on traverse et qui ont dû faire face à des vents contraires et qui ont une histoire à raconter. Et je crois que tu as fait face à pas mal de vents contraires et tu as absolument une histoire à raconter. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis enchanté que tu sois ma première invitée, vraiment. Merci. Et tu te présentes, dans le livre en tout cas, comme une citoyenne, une ébéniste, une mère, une épouse, qui, ne reconnaissant plus son corps après sa vaccination, Covid, a décidé de faire quelque chose. Et le quelque chose que tu as fait, c'est la création du collectif Où est mon cycle, qui recense les témoignages de femmes qui ont vécu des troubles dans leur cycle menstruel après la vaccination. Et vous venez tout juste de publier un livre qui contient beaucoup de ces témoignages. Le livre s'appelle Où est mon cycle? Tu l'as écrit en collaboration avec la gynécologue Laurence Kaiser et l'avocate Diane Prota, et c'est publié chez l'éditeur belge Marco Pieter. C'est juste jusque-là? C'est parfait. Merci. Je dois dire que j'ai lu, alors, tu me l'as envoyé il y a quelques jours, je ne l'ai pas lu en entier, j'ai lu un certain nombre de témoignages, et je veux pas décourager, au contraire, je veux encourager l'achat de ce livre, mais je dois aussi prévenir que c'est dur de lire certains de ces témoignages. C'est vraiment dur. Et plus j'avançais, en fait, plus à un moment j'ai arrêté de lire parce que j'avais besoin de récupérer Bien sûr. le choc émotionnel de certains des témoignages. Donc voilà, je préviens que Oui, c'est une c'est pas lecture facile. difficile. C'est pas facile et puis c'est vraiment un échantillon parce qu'en fait, moi, des témoignages, j'en ai reçu à peu près 6 500 pour l'instant depuis le mois de janvier et oui, effectivement, c'est très dur. Après, je pense que quand on achète le livre, c'est pas forcément pour y lire tous les témoignages. En fait, c'est par exemple, voilà, on a des troubles du cycle, puis comme il y a encore beaucoup de tabous, au niveau médical, au niveau, social, ben, on se dit: «Bon, je vais acheter le livre et je vais voir si je me retrouve quelque part là-dedans». Il y a un sommaire qui permet quand même de naviguer de pathologie en pathologie, voilà. Puis il y a tout un petit cours aussi que fait Laurence Kayser, moi que j'aime beaucoup, qu'elle appelle la nanatomie, pour un peu, voilà, remettre le corps de la femme, bah, au centre du livre, dans son fonctionnement, tout ce qu'il a de plus naturel, et elle explique quels sont les symptômes, quelles sont les pathologies, comment ça se passe quand ton corps fonctionne, je veux dire, avec des perturbations normales et dans un cadre, tout à fait naturel. Après, voilà, tout le reste des témoignages, c'est ce qui arrive quand, suite à une injection, on peut avoir, d'extrêmement, c'est même plus des surprises à ce stade-là, hein, mais en tout cas, une mésaventure terrible. Et puis il y a aussi la partie de Diane Prota qui s'appelle «À corps défendant», qui elle parle de l'objection de conscience, du consentement éclairé, du fait qu'on doit être soigné en étant vacciné ou non vacciné. Il faut quand même arrêter un petit peu, ça c'est terrible, ce qui s'est passé pour les personnes qui avaient décidé de pas se faire vacciner. Moi, il y a beaucoup de femmes, hein, qui suivent le collectif et qui sont non vaccinées, en fait, qui l'ont pas fait parce qu'elles avaient très peur. Parce que, bah, autour de toi, tu vois quelques personnes qui sont vaccinées, les effets secondaires qui arrivent, aucune reconnaissance. Tu bois un verre avec tes copines, il y a une qui te dit: «Moi, ça fait 4 mois que j'ai plus mes règles». Bon, bah, voilà, ça te donne pas forcément envie, hein. Donc voilà, toute la partie de Diane, elle permet en fait d'avoir des bases juridiques et des vraies données. Voilà, tout est très factuel en fait dans le livre, hein. Et puis moi j'explique, où est mon cycle en fait, ce qu'est le collectif, ce qui se passe, la solitude des femmes, ce qui n'est pas normal en fait et qu'on vit dans quelque chose qui n'est pas normal. Oui, je pense que c'est comme on se fait constamment très rapidement
accusé de plein de petits noms d'oiseaux. Dès qu'on aborde la question de la sécurité des vaccins Covid, Oui. euh, j'aimerais rappeler juste une évidence. Ce livre n'est pas un livre anti-vax. On n'y parle que de personnes qui sont vaccinées. Euh, Mhm. et c'est pas non plus un livre complotiste parce que ces effets secondaires font l'objet d'une reconnaissance maintenant assez étendue, pas suffisante sur le plan de la pharmacovigilance, mais au niveau scientifique, c'est étudié. Et je voulais faire un petit point là-dessus parce que euh, ça évolue assez lentement. Tout ce qui se passe en pharmacovigilance avec le vaccin Covid, le Très lent. rythme est lent. Et c'est pas forcément qu'avec le vaccin Covid, les spécialistes de la pharmacovigilance euh, ont beaucoup d'anciens dossiers qu'ils peuvent évoquer, où là aussi ça a pris des mois, des années avant que des événements indésirables qui ont été identifiés assez tôt comme signaux soient vraiment reconnus et que la causalité soit reconnue. Donc, comme c'est un sujet euh, un peu tabou, pas le cycle menstruel, mais la sécurité du vaccin Covid, encore bien plus. Encore plus. Euh, On accumule les tabous là. je voulais faire une petite mise en contexte. Donc, en France, les premiers signaux, en tout cas dont j'ai retrouvé la trace en pharmacovigilance, ont été observés en 2021, donc quelques mois à peine, pratiquement dès le début de la vaccination des femmes en âge de procréer. Ils ont été rassemblés au fil des mois, ils ont été transmis à la pharmacovigilance européenne, donc à l'Agence européenne des médicaments, à l'EMA, en fin d'année 2021. Elle a conclu qu'il n'y avait rien d'alarmant, pas de causalité démontrée de la vaccination, qu'il y avait beaucoup de causes possibles. Elle a mentionné le stress. En tout cas, c'est comme ça que c'était Mhm. rapporté dans votre Oui, audition oui. au Sénat par une C'est spécialiste. vrai, en fait, ils ont mentionné le stress, puis parfois ils parlent du fait que les gens s'alimentent pas forcément bien, des trucs comme ça. Voilà. Euh, donc, les signaux continuent de s'accumuler en même temps. Bien sûr. Donc, le dossier est réouvert et rouvert par l'Agence européenne des médicaments. Il est rouvert en février 2022. J'ai retrouvé une dépêche de Reuters Mhm. où ils disent qu'ils vont se pencher là-dessus à fond, reprendre toutes les données cliniques disponibles, les données de pharmacovigilance. Ça, c'était en février. J'ai pas trouvé de nouvelles depuis. Par contre, entre-temps, il y a eu plusieurs publications. En mars, dans la revue Open Medicine, qui est une revue en ligne en open access, un article qui dit qu'environ 50 à 60% des femmes en âge de procréer ayant reçu la première dose du vaccin Covid ont signalé des irrégularités du cycle menstruel qui se résorbaient d'elles-mêmes dans environ la moitié des cas dans les 2 mois. Ce qui Mhm. signifie qu'il y a une autre Une autre moitié. moitié. Pour 50 à 60% des femmes en âge de procréer. Et on ne parle pas de celles qui ne le sont pas, parce qu'il y a aussi des problèmes, hein, donc, Alors, certaines autres études en ont parlé aussi. Le 15 juillet, dans la revue Science Advances, euh, dans cet échantillon, 42% des personnes ayant des cycles menstruels réguliers ont eu des saignements plus abondants que d'habitude et 66% des personnes ménopausées ont signalé des saignements après leur vaccination. mhm. Ça, c'est ce que tu venais d'évoquer. Le 20 juillet, dans la revue International Journal of Obstetrics and Gynecology, notre étude montre des taux relativement élevés de saignements irréguliers et de modifications menstruelles autour de 40% après avoir reçu le vaccin Pfizer contre le SARS-CoV-2. Donc, ces irrégularités semblent fréquentes, maintenant que les publications s'accumulent. Euh, elles font l'objet de publications dans des revues scientifiques à comité de lecture, elles font l'objet d'une analyse en cours tout à fait officiellement par l'Agence européenne des médicaments. Euh, on a vu avec les myocardites qu'il faut attendre des mois, voire plus d'une année dans certains cas, entre le moment où un signal apparaît en pharmacovigilance et le moment où les recommandations des autorités sanitaires s'adaptent, et c'est même pas forcément dans tous les pays, mais dans certains pays, le vaccin Moderna, par exemple, pour les myocardites, n'a plus été recommandé pour les moins de 30 ans, c'est le cas en Suisse. Mais ça, c'était en octobre 2021, alors que les signaux sont venus très vite après le début de la campagne de vaccination. Tout ça pour dire que c'est un sujet qui est pris au sérieux euh, par les autorités sanitaires, même si leur rythme est très lent. En tout cas, elles déclarent qu'elles s'y intéressent et qu'elles vont analyser les données. Mhm. Donc, il faut le prendre au sérieux. Ça veut aussi dire qu'il faut prendre les femmes qui en parlent au sérieux. Euh,
on est vraiment dans le registre d'événements indésirables qui sont reconnus et qui sont en train d'être analysés. Ensuite, on va discuter de la durée, de la gravité, mais on peut pas discuter de la réalité du phénomène parce il est maintenant avéré. Et je conclus ce petit topo avec le mot du professeur Masanori Fukushima, qui est un expert en sécurité médicale japonais, qui rappelle quelque chose qui est apparemment une évidence dans le domaine de la pharmacovigilance. Si quelque chose d'inhabituel se produit après avoir pris un médicament, c'est à cause du médicament, sauf preuve du contraire. C'est sur ce principe que devrait fonctionner la pharmacovigilance. Voilà. Quelque chose à ajouter? Complètement. Mais non, mais c'est quelque chose de juste. On n'a pas l'habitude d'en entendre en ce moment, c'est pour ça. Oui. Oui, bah oui, bien entendu, surtout que nous, on est intervenus, à l'OPESCT, au Sénat. Voilà, on a quand même été j'ai été auditionnée avec, maître Diane Prota qui m'a accompagnée et on leur a vraiment expliqué la réalité. On est arrivé avec 150 témoignages officiels, donc avec formulaire CERFA. Voilà, donc ça veut dire qu'ils ont une valeur juridique, que les femmes engagent vraiment je veux dire, moi, j'ai des témoignages de jeunes filles de 13 ans avec leurs parents qui n'ont plus leurs règles, qui ont une atrophie mammaire, et qui vont très, très mal. Et j'ai des témoignages de femmes de 80 ans qui se retrouvent avec des saignements et qui arrivent beaucoup et qui sont hémorragiques, dire 30 ans après la ménopause. Donc voilà, on peut même pas dire en fait qu'il y a des personnes à risque parce qu'il y en a pas. En fait, ça arrive à tout le monde. On a vu des petites filles de 8 ans qui se faisaient vacciner, qui commençaient à avoir leurs règles. Je veux dire, c'est quand même un déclenchement hormonal qui est énorme et très grave. Donc il y a vraiment rien de naturel. Donc on y a été et puis, quand ils ont rendu un petit peu, quand ils ont fait leur rapport d'étape, qui est sorti au mois de juin, ils ont dit que les effets secondaires de la vaccination sur les troubles du cycle menstruel devaient être avérés et reconnus et que le stress n'était pas une réponse acceptable. Voilà, ça, c'est ce qu'a dit, ce qu'ont dit les rapporteurs du Sénat. Donc on est quand même pas, voilà, c'est quand même quelque chose de très officiel et d'important. Au Sénat, il faut rappeler quand même qu'il y a madame, Ratigny-Carbonnet qui est, la directrice, de l'ANSM et qui est aussi, vice-présidente de l'EMA. Voilà, donc elle est quand même au niveau elle est à tous les niveaux et elle, on avait fait une petite réunion ensemble 10 jours plus tôt où elle m'avait demandé un peu parce que, eux n'arrivaient pas à traiter tous les témoignages. Ils disaient enfin les témoignages, les déclarations d'effets secondaires, il y en avait trop et donc moi j'ai essayé de lui apporter, toutes les remontées de terrain qu'en fait on a avec le collectif, donc les milliers de témoignages. Non, elle m'a dit: «Non, non, c'est bon, je comprends, je comprends». Elle n'en a pas dit mot lors de son audition à l'OPESCT, mais elle a dit: «Si jamais vous voyez quelque chose de grave, il n'y a qu'une seule chose à faire pour suspendre un médicament». Moi, je pense qu'une jeune fille de 13 ans qui est en aménorrhée et peut-être en ménopause précoce, parce qu'on le voit chez des jeunes filles très jeunes, qui a une atrophie mammaire ou une épidémie de ménopause précoce à 20 ans, où j'avais mis un petit mot sur les réseaux, alors que je suis extrêmement censurée en disant: «Est-ce que voilà, les ménopauses précoces, est-ce que ça vous parle?» Et je pense que j'ai eu, en 2 jours et demi, une quarantaine de témoignages. Et j'ai pas non plus, 500 000 personnes qui me suivent du tout. Donc voilà, c'était vraiment énorme et c'est des femmes, elles allaient très bien. Et aussi ce qu'on voit, c'est que pour toutes les personnes qui sont en PMA, donc en procréation médicalement assistée, on a des bilans de réserve ovarienne, on a tout en fait, des bilans, médicaux qui sont extrêmement précis. Après, on leur dit, parce qu'il y en a eu beaucoup, en fait, ils ne pouvaient pas rentrer vraiment dans le procédé médical s'ils n'étaient pas vaccinés. Ils sont vaccinés, puis après, on leur dit qu'ils pourront jamais avoir d'enfants, parce qu'en fait, madame, ça ne marche plus du tout, ou alors elle doit se faire retirer l'utérus parce qu'elle a des saignements permanents, voilà. Et ça, je veux dire, les données médicales avant, après, en l'espace de 2 mois et demi, on les a. Et on les a de façon officielle et on les a présentées. Donc en gros, depuis le mois d'avril, on a été aussi faire une table ronde au Parlement européen. Dire les données, elles sont là, elles sont données, on les a amenées au maximum. Voilà. Et pourtant, depuis, on est censuré. On continue de nous dire que c'est du stress. Moi, je suis allée chez la gynécologue il y a une quinzaine de jours. Tu me dis bon, non, mais il y a rien de prouvé. Je dis mais attendez, il faut faire la déclaration d'effets secondaires. Vous devez la faire. Non, non, je suis pas obligée. Je dis bah, manque de bol. Moi, j'ai fait le document avec la NSM parce qu'en fait, on a fait des réunions ensemble. Donc, si vous voulez, il y a le nom du collectif, il y a mon nom et le document, vous l'avez parce que tout
les praticiens, gynécologues, sages-femmes l'ont reçu. Les médecins traitants les ont reçus. On a demandé aux médecins de commencer à prendre en charge les femmes pour leurs troubles du cycle, et pourtant, ce n'est pas fait du tout, ou très peu. On peut pas dire du tout, parce qu'on va pas non plus mettre tout le monde à la poubelle, mais il y a rien, il y a pas de vraie prise en charge. Il y a plein de femmes qui sont malades, on leur propose des hystérectomies. Voilà, allez, super. Et en fait, aucune solution n'est amenée. Et on continue de dire aux soignantes, voilà, la 4e dose pour l'instant, c'est comme vous voulez, mais à l'automne, vous risquez d'être obligés de vous faire vacciner. Et donc, ces femmes-là, elles m'appellent des fois en pleurs en disant, je veux pas me refaire vacciner, mais je peux pas perdre mon travail. Comment je fais? Et elles vont se faire vacciner. Parce que elles peuvent pas perdre leur travail, parce qu'elles peuvent pas se retrouver dans un appart qu'elles ne pourront plus payer, avec des mômes qu'elles ne pourront plus nourrir, en se disant: «Mais quoi, je vais faire une super formation, qu'est-ce que je peux faire sans vaccin?» Enfin, c'est pas un choix, en fait. Il y a un moment, il faut dire non. Non, plus personne n'y va. Si on n'a pas envie, on le fait pas. C'est notre corps, notre utérus nous appartient, notre cœur, enfin tout ce qu'on veut, mais on peut pas continuer comme ça. Pardon, je je m'étends. Non, mais c'est plein de choses dont on va parler aussi dans le détail, parce que finalement, il y a toute une trajectoire entre la création du collectif et puis ces auditions au Sénat, devant la NSM, au Parlement européen, c'est ça. Donc, rembobinons, parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, c'est ce qui vous a rassemblé au début, le petit groupe que vous étiez peut-être au début, et comment tu as eu l'idée, l'initiative de créer ce collectif. Donc, je sais, pour avoir écouté quelques-uns de tes interviews, que au tout début de l'histoire, il y a ta propre expérience de vaccination Covid et ses suites, et une conversation dans une boulangerie de village un peu improvisée. Donc, rembobinons, comment est-ce que ça a commencé pour toi? Donc moi, je me suis faite vacciner, juin, juillet de l'année dernière, pour des raisons de santé, puis parce que j'avais des personnes qui étaient très malades dans ma famille, très, très, très malades avec des cancers, plein de choses et tout, et que, bah, j'avais pas envie de plus les voir, et qu'en fait, j'ai un médecin traitant avec lequel je m'entendais très bien, et on a parlé, et il me dit: «Non, non, il faut que tu le fasses, puis toi ta santé elle est pas toujours géniale, et puis ta tante, tu le cancer, le truc», donc je me suis dit: «Bon, ben voilà, moi je veux rendre personne malade, en fait». Après pour moi, voilà, ça aurait été mon propre choix, mais il y avait les gens que j'aimais, et j'avais vraiment, voilà, cette peur-là, il y en a plein qui vont dire: «Ah bah, tu es pas assez renseigné, fallait écouter les complotistes». Non, j'écoutais personne, je travaillais 60 heures par semaine, j'avais pas le temps, je m'occupe de mes enfants, j'étais pas, j'ai pas la télé, je suis pas beaucoup, j'étais pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Enfin bon, ça a bien changé. Donc voilà, j'ai et puis après, bah, les troubles du cycle sont arrivés, quelques semaines plus tard, avec des hémorragies, j'avais l'impression de faire des fausses couches, j'avais un cycle génial, de 31 jours, 7 heures du matin, j'avais mes règles, pas de contraception, c'était super, et puis, bah, finalement, tout a été foutu, quoi, on n'a plus de cycle, ça dure 11 jours, 15 jours, on peut plus aller dormir, chez des gens, même chez des co on se dit: «Non, on va pas faire des soirées avec des copines parce qu'en fait, si j'ai mes règles, c'est hémorragique, donc je peux pas dormir, je vais en foutre partout, je sais pas comment gérer le truc», et puis j'ai hyper mal, et puis voilà, ça s'est passé comme ça. J'en ai parlé, on m'a dit un peu: «Ouais, non, on joue pas trop». Mon médecin traitant était pas là, c'était une remplaçante à l'époque, il me dit: «Oh non, non, on sait pas, je vois pas trop de quoi vous voulez parler». Et puis moi, je me suis dit: «Mais en fait, je me connais, je connais mon corps, ça ne va pas du tout. Ce qui a changé dans ma vie, c'est que je me suis faite vacciner». Et là, je me suis dit: «Mais en fait, mince, c'est». Puis là, j'ai compris tout de suite, quasiment, quoi. Puis j'en ai parlé et je me suis dit: «Mais si à mon échelle, je connais autant de nanas malades, ou en tout cas, ah oui, moi j'ai eu, des surnocturnes, ah mais ouais, moi tu vois, ça fait 3 cycles que j'ai pas eu mes règles», et là je me suis dit: «Moi, on a toutes le même utérus, et j'ai plus ou moins les mêmes vaccins pour tout le monde», pas partout, hein, mais bon, dans beaucoup de pays. Je me dis: «Mais à l'échelle mondiale, en fait, ça donne quoi une catastrophe pareille?» Et puis là, j'ai commencé à me renseigner beaucoup. J'ai vu que tous les gens qui osaient parler se faisaient mais déchirer. En fait, dès qu'on n'était pas d'accord avec avec le vaccin, avec ce qui se passait, on devient des vilains complotistes, on devient, des sous-citoyens qui ne veulent pas prendre soin des autres. Enfin, moi, j'ai des copains qui ne s'étaient pas fait vacciner, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, quoi, on s'en fout. Et là, bon, bah, OK. Donc j'ai attendu un peu. Puis à un moment, il y a
tout début janvier, il y a eu une dépêche de l'AFP qui est sortie en disant, selon une étude, américaine, le cycle menstruel peut avoir un décalage peut-être d'1 journée maximum dans les règles à cause du vaccin. Je me suis dit: 1 journée, je me suis dit: «Quand même, voilà, hein, il y a que les cons qui n'osent rien», mais bon, quand même, là, c'était énorme et je regarde la nana et puis je tape son nom sur internet. Les conflits d'intérêts se trouvent facilement pour tout le monde. Je me dis: «Ah oui, c'est vrai, pendant des années, on reçoit de l'argent de Pfizer, on va peut-être pas dire que son vaccin est tout pourri». Bon, bah, voilà et ça suffit, j'ouvre le compte Instagram et j'ouvre le compte Instagram et le compte Instagram explose. C'est-à-dire qu'il a été, vraiment mis en route le 7 janvier et en avril, il y avait 13 000 abonnés. Donc c'est quand même beaucoup, voilà et puis après j'ai été censurée. Donc maintenant on est à 17 000 en ramant et en perdant quelques centaines d'abonnés par-ci par-là la nuit parce que bon, faut pas non plus qu'on prenne trop d'ampleur, et puis c'est devenu très gros et en fait au bout de 2 mois donc moi j'ai commencé vraiment le compte pour, en fait, par souci de justice et de réalité, c'est-à-dire que ça existe, il y a plein de femmes qui sont malades, on nous donne aucune solution, on ne nous reconnaît pas, on ne nous écoute pas et en plus, si on ose dire qu'on a des effets secondaires, on est déjà en tort parce qu'on ose parler contre, ce dieu vaccin-là, pour certains. C'était terrible, en fait, tu es malade, tu as pas le droit d'en parler parce que sinon c'est toi qui passes pour une mauvaise personne. Donc c'était complètement dingue, mais ça fait quand même qu'il faut enfin moi je m'en foutais, je veux dire, je l'ai fait parce que voilà, dans mon caractère, je suis comme ça. Mais il y a énormément de personnes qui ne le sont pas. Il y a des femmes qui encore maintenant sont pas au courant des troubles du cycle par rapport à la vaccination, parce que quand elles en parlent avec leur médecin leur dit: «Non, non, pas du tout, pas du tout» et donc elles sont quoi? Elles sont chez elles en train de souffrir en se demandant ce qui se passe et souvent les médecins, ils répondent: «On ne comprend pas, on ne sait pas». Voilà et donc pour revenir à tout ça, j'ai ouvert le compte pour, offrir un espace de parole aux femmes. C'est-à-dire, je prenais les témoignages qu'elle m'envoyait de façon anonyme, je les remettais, dans une mise en page extrêmement simple et un peu colorée pour essayer de faire passer un peu mieux, les infos et je le mettais sur le compte Instagram et donc ça a permis aux femmes de parler, de se rassurer, en disant: «Ah mais en fait» voilà, quelque chose que je répète régulièrement, mais c'est elle me dit à chaque fois: «Mais je suis pas toute seule, je suis pas folle». Eh bien, alors tu es pas du tout toute seule et puis tu es pas non plus folle du tout, c'est terrible quand même. C'est une phrase, je sais pas combien de fois je l'ai lue ou entendue: «Je suis pas seule, je suis pas folle» et c'est des femmes qui sont malades là, qui le disent. C'est terrible, hein, de dénigrer à ce point-là, c'est la maladie et puis en plus comme on est des femmes, faut quand même savoir que médicalement, les femmes, il y a eu des quand même pas mal de tests qui ont été faits. Si on va, mettons, aux urgences, on a une prise en charge qui est 40 inférieure à celle des hommes, pour les douleurs abdominales. Parce qu'en fait, quand on est une femme, c'est un peu normal de souffrir, visiblement. Mais et en fait, c'est une réalité. Il y a des livres excellents qui ont été écrits sur le sujet et dans lesquels je me suis plongée dernièrement et là, j'ai découvert une réalité qui était assez terrible. Et donc voilà, le site Instagram et le compte Instagram est né, pardon et ben, ça a permis de papoter. Et donc il y a plein de femmes qui sont arrivées et puis: «Ah ouais, mais attends, moi je fais ça pour essayer de me soulager. T'inquiète pas, tu es pas toute seule». Il y en a qui se sont rencontrées hors d'Instagram. On a fait un pot à Paris. Enfin voilà, on a essayé de garder le lien, puis la communauté a grossi et Et maintenant, voilà. et là, vous êtes donc sur Instagram, il y a combien de personnes qui suivent ton compte? Un peu plus de 17 000. OK. Sur Twitter aussi, c'est pas forcément les mêmes. Il y en a sur Telegram, et puis, voilà et on en est surtout à un peu plus de 6 500 témoignages avec, si on m'écoute, des centaines de messages non lus. Je suis désolée, mais je prends vraiment le temps de lire tous les messages et de répondre à chaque message moi-même et donc c'est hyper long, quoi. Mmh. 6 500 témoignages et alors de ce que tu as pu suivre personnellement, combien de témoignages qui ont débouché sur une notification en pharmacovigilance, officielle? Alors, il y a des choses un peu bizarres, parce qu'il y en a pas mal, moi j'ai encouragé, j'ai dit: «Écoutez, on sait pas ce qu'ils en font, mais faites-le, déclarez vos effets secondaires, c'est hyper important». Donc voilà, les liens sont disponibles sur Insta, on a tout mis à la une là et il y a des choses moi j'ai eu une réunion avec la NSM et la pharmacovigilance, suite à l'audition lors de l'OPESCT qui ont dit: «Bah, voilà, on va demander à des assos, de terrain ou des collectifs», moi j'étais vraiment le seul collectif citoyen un peu comme ça, après il y avait des associations pour l'endométriose et tout, de venir nous expliquer ce qu'ils voient et alors on n'était pas du tout dans le même monde, hein, on n'est pas sur la même planète, les réalités étaient extrêmement différentes, et ils m'ont dit: «Non, mais nous on n'a pas d'hystérectomie et tout».
Ah bon? Moi, j'ai le document, en fait, où les gens vous ont fait une déclaration de pharmacovigilance, les femmes. Je peux vous envoyer le numéro de la déclaration si vous voulez, où elles ont déclaré des hystérectomies. Ah non, non, on n'en a pas. Voilà. Alors, à quel moment on le fait? À quel moment est-ce que, je sais pas, c'est pas pris en compte? Mais comme en fait, il y a un refus de reconnaître que l'injection peut déclencher quelque chose comme de l'adénomiose, par exemple, qui amène souvent à l'hystérectomie parce que c'est hyper douloureux, c'est quand même des règles qui sont extrêmement hémorragiques, et puis ça fait pas mal que pendant les règles. C'est-à-dire qu'on a mal au début de ces règles, ça va se calmer un petit peu, jusqu'au moment de l'ovulation, puis après ça redéclenche, et puis là on a mal et on n'arrive plus à marcher. Enfin, c'est assez infernal. Et donc, je ne comprends pas. On n'était pas sur la même longueur d'onde. Au début, on dit non, mais on a reçu 4000 témoignages enfin, 4000 déclarations de pharmacovigilance sur les effets secondaires. À l'époque, j'en avais eu 4500. Et vous vous rendez pas compte du travail que c'est pour, écoutez, si, je vois bien ce que c'est de les lire quand on travaille à temps plein, qu'on a ses enfants et qu'on fait ça la nuit. Je vois très bien ce que c'est comme temps, en fait. Donc voilà. Je sais pas ce qui va se passer au niveau officiel, au niveau des chiffres, mais ils sont parfaitement au courant. Ça, c'est très surprenant que les déclarations puissent disparaître, hein, ou en tout cas qu'ils puissent dire qu'ils trouvent pas les Mmh. déclarations qui ont été faites, hein. Je sais pas si elles disparaissent ou s'ils se disent: «Non, c'est une hystérectomie, on ne la considère pas comme un effet secondaire ou quelque chose et donc on l'efface directement». Sauf que, je sais pas, on regardait la dernière fois le nombre d'hystérectomies, l'augmentation du nombre d'hystérectomies en France. Je crois qu'il y a ça a augmenté de 20, un truc comme ça, au moins, Puis encore faudrait-il qu'on ait des chiffres à jour, parce que ça prend du temps quand même à chaque fois. Donc je pense que nous fin 2022, à mon avis début 2023, mais en même temps c'est long. En fait, c'est trop long. Faut arrêter tout ça là, c'est terrible de devoir attendre des mois en se disant: attends, on va voir, on va voir, on va voir». C'est pas non, en fait, on va pas voir. Faut faire un arrêt sur image, là. Faut soigner les personnes qui sont malades, faut les reconnaître, faut sortir du déni et puis il faut s'occuper des gens, quoi. Et là, on parle encore une fois que du cycle menstruel. Il y en a plein, des maladies auto-immunes, des cancers, des nodules de la thyroïde. Même j'en connais au moins 4 des personnes autour de moi qui ont eu ça. C'est pas possible. Alors le rythme de la pharmacovigilance est lent, ce qui est frustrant. Et puis ensuite, il y a les discours des responsables des autorités sanitaires. J'étais pas sûr de vouloir nous imposer ça, mais quand même, pour donner une idée du décalage entre ce que tu me dis là et puis ce qu'un monsieur comme Anthony Fauci, qui est Oh, le monsieur Covid américain, le directeur du NIAID, les on trucs. l'avait interrogé sur les problèmes de cycle menstruel et j'ai l'enregistrement là. Ça va être pénible, mais on va l'écouter en anglais. Donc on lui pose simplement la question. Il y a ces témoignages. Qu'en A pensez-vous? number of studies. New York Times just did one about menstruating cycles and how that is affected by vaccines. Mmh. Yeah, though, well, the menstrual thing is something that seems to be quite transient and temporary. That's the point. That's one of the points. We need to study it more. We need to study it more. Voilà, donc il dit, je traduis pour les personnes qui ne sont pas anglophones, que ce truc menstruel, il est transitoire, mais c'est vrai, il faut l'étudier un peu plus. Faut l'étudier. Mais oui, parce qu'en fait, tu vois, je pense que là, si moi je représentais, là, nous on a à peu près 45 000 personnes, on va dire, qui suivent le collectif. Mais si c'est 7 000 témoignages de mecs qui ont plus d'érection, à mon avis, les choses, elles auraient été un peu différentes. Mais alors que ce soit des nanas qui arrivent plus à s'occuper de leurs enfants, qui arrivent plus à aller bosser, qui arrivent plus à se lever, qui ont plus de vie sexuelle, qui ne pourront peut-être pas avoir d'enfants, si jamais elles en avaient l'envie, tu peux pas aller faire tes courses sans te mettre du sang partout. Enfin, il y a un moment, ça, non, il va falloir continuer à l'étudier. Donc ça veut dire que la voix de milliers de femmes, parce qu'il n'y a pas qu'en France. Enfin, moi, où est mon cycle, ça s'est étendu. On est en train de le développer un peu en Irlande, au Canada, on a fait des articles, on parle, mais le Canada, c'est un enfer, encore plus pire qu'ici pour les effets secondaires et pour la politique vaccinale. On a fait une intervention dans une émission en Israël. Enfin voilà, ça se bouge. Australie aussi, voilà, il y a ces milliers de femmes, ces dizaines, ces centaines de milliers de femmes peut-être, qui disent à travers le monde qu'elles sont malades, qu'elles ne vont pas bien, qu'elles ont besoin qu'on les soigne, et que depuis le vaccin, il n'y a plus rien qui va. Ça ne suffit pas. On doit encore l'étudier. Non, mais attends, enfin.
Mais il y a surtout il y a un intermédiaire qu'il ne tranche pas sur l'imputabilité du vaccin, sur la durée et la gravité des symptômes, etc. À la limite, dans un contexte où le vaccin ne serait pas imposé, et pourrait encore l'être à nouveau. Au Canada, ça s'est pas arrêté. Mmh mh. Euh, on peut pas en même temps prendre beaucoup de temps pour étudier ces symptômes et continuer à imposer ou inciter massivement à la vaccination et ne pas non plus prendre au sérieux le volet traitement de ces effets secondaires. Au moins prendre au sérieux les symptômes, les traiter Essayer. et en tenir compte dans la politique vaccinale et dans les obligations ou les incitations, etc. Oui, puis personne n'est d'accord, en fait, parce qu'en Angleterre, ça y est, ils dédommagent les femmes qui ont des troubles du cycle. Nous, avec Où est mon cycle, on n'est pas en train de courir après des dédommagements, hein. Vraiment, le collectif, il veut je pense une forme de justice, ça c'est sûr, mais de l'honnêteté, quoi, avant tout. Mais voilà, en Corée, on dédommage les femmes, hein. Enfin, je veux dire, c'est reconnu, c'est officiel. Ici, oui, il y a des troubles du cycle, mais ils ne sont pas graves. Alors moi, il va falloir m'expliquer comment une ménopause précoce à 20 ans, c'est pas grave, comment une hystérectomie, c'est pas grave, et comment une qualité de vie altérée de jeunes filles chez lesquelles ça déclenche une endométriose à 14 ans, qui vont se taper une vie de douleur, ce n'est pas grave. Hmm. Voilà. Il y a un paysage, je ne sais pas comment l'appeler autrement, de symptômes, parce qu'il y en a quand même plusieurs différents Ouais. qui sont présentés dans le livre, et peut-être, je ne sais pas si pour certains il faudrait expliquer de quoi il s'agit, parce que c'est un vocabulaire médical qui n'est pas maîtrisé par tout le monde. Justement, Peut-être, c'est expliqué à chaque fois. C'est expliqué à chaque début de chapitre dans le livre, vraiment pour que les gens puissent comprendre tout ce jargon médical. Tout est bien expliqué. Le mot, ce que c'est, quel est le fonctionnement. C'était important de pas faire un livre qui soit pas compréhensible facilement, quoi. donc je les cite, comme ça on pose un petit peu: fausse couche, adénomiose, préménopause, endométriose, aménorrhée, ménorrhagie, hystérectomie, syndrome des ovaires polykystiques, donc SOPK. Mmh. Est-ce que certains de ce qui t'a été signalé, est-ce qu'il y en a que tu aimerais partager qui t'ont particulièrement marqué? Oui, il y en a, moi, que j'ai trouvé très triste par rapport à la ménopause précoce. C'est une jeune femme, elle a 26 ans, elle se fait vacciner, elle a plus ses règles, elle va chez la gynécologue, ils font une écho. Elle dit: «Attendez, là, vos ovaires, ça va pas du tout, mais vous avez plus de follicules, vous êtes en insuffisance ovarienne. Vous avez un copain? Parce qu'il faut faire un enfant maintenant si vous voulez un bébé». Voilà, OK, tu as 26 ans, tu t'es jamais il y en a même qui ont 22 ans, mais en fait, les histoires se répètent vachement. C'est Et on leur dit: «Bah, là, il faut que vous faites un bébé et là, il vous reste 6 mois». Oh! Attends, j'ai pas elles ont pas forcément de copains, elles ont pas forcément fini leurs études, elles se sont jamais posé la question, simplement de savoir si elles voulaient avoir des enfants ou pas. Et là, elles se retrouvent, boum, devant quoi, avec, un tact en face qui est juste dramatique et les gens qui leur disent: «Mais non, arrêtez, c'est pas le vaccin, ne racontez pas de bêtises, c'est votre corps». Voilà. Moi, là, on m'a diagnostiqué une adénomiose. Il y a 1 an, j'ai fait une échographie juste avant de la vaccination. Une échographie qui était impeccable, tout allait très bien, voilà. Je me fais vacciner maintenant, j'ai les troubles du cycle et puis je pensais que ça allait mieux. Finalement, c'est adénomiose et fibrome et donc on me dit: «Non, mais c'est l'âge». Je veux pas consulter en gériatrie, je vais en gynécologie, j'ai 37 ans, dire, en 1 an c'est l'âge? Non, pas pour avoir après ils ont le culot de me dire: «Moi, puis en plus je ne comprends rien là, l'imagerie, c'est n'importe quoi, c'est je j'arrive pas à comprendre ce qui se passe». En fait, c'est eux les médecins, ils vont te prendre 80 € pour une consultation de 10 minutes pour t'annoncer un truc comme ça et te dire qu'ils comprennent pas. C'est quand même pas évident. J'en parlais beaucoup avec Laurence Kayser, donc qui est gynécologue en Belgique et qui, elle, a vraiment vu ce problème de vaccination dès le début. Elle me dit: «Je ne reconnais plus l'utérus des femmes. Je suis devant des inédits sur tout». Elle me dit: «Je ne les reconnais plus, c'est effroyable». C'est effroyable le nombre de fibromes, les fausses couches, c'est voilà. Mais même en tant que médecin, en fait, elle m'a dit: «On m'a pris le corps de mes patientes, on m'a pris ma médecine».
Et combien de médecins pensent comme elle ou s'expriment? Est-ce qu'il y a des témoignages aussi que tu reçois qui viennent de gynécologues ou d'obstétriciens? Bah, j'en ai un petit peu qui vont me contacter en me disant, «Bravo pour ce que vous faites, c'est très important. Si vous avez besoin d'aide, je suis là, mais par contre, je reste anonyme». Ça, il y en a quand même. Des gens qui font tout ce qui est un peu échographie, les échographistes et tout ça, enfin, oui, tous ceux qui font les échos, les radios, les IRM, il y en a pas mal. Il y a des sages-femmes. Les sages-femmes, elles parlent beaucoup plus que les autres. Alors là, elles ont vachement de courage. Il y a les sages-femmes clés en France qui se battent depuis le début en disant que non, elles ne veulent pas forcer leurs patientes à se faire vacciner, qu'elles voient des choses qui sont pas normales, qu'il faut les prendre en compte et tout. Donc ça, voilà. Et sinon, moi, j'ai quelques gynécologues dans plein de pays, en fait. Il y en a aux États-Unis qui nous suivent, avec lesquels on discute. Il y en a en Israël, il y en a un peu partout. Ça permet d'avoir un échange assez international qui est quand même intéressant, puisque le but du jeu, c'est quand même de fédérer les femmes ensemble, et on voudrait que ce soit global. Where is my cycle? Oui, c'est Where is my period? Where is my Oui, period? Oui, cycle, ça fait vélo, hein. oui, 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 non, non, après ça va pas. En France, ça marche encore. En français, ça marche encore, mais en anglais, c'est pas possible. Un des points de débat, et je l'ai vu aussi dans les publications, dans cette formulation, quand on dit pour la moitié d'entre eux, ils se terminent, ils se Oui, rétablissent après 2 mois. Dans ton expérience et par rapport aux témoignages que tu reçois, alors évidemment, il y a peut-être un biais dans le sens qu'on peut imaginer que ce qui a duré plus longtemps qu'un 2 mois te sera plus volontiers communiqué que ce qui s'est résolu tout seul. Mais quelle est ton impression? Est-ce que c'est une moitié qui se prolonge au-delà de quelques mois? Qu'est-ce que tu observes? je peux pas avoir, un chiffre vraiment, hyper, juste, puisque, il y en a qui vont me répondre en me disant: «Écoute, moi ça va mieux, j'ai fait ça», ou alors: «Le temps est passé». Souvent, je vois que c'est avec les médecines naturelles, hein, qu'il y a beaucoup de choses qui se décantent quand même et qui se passent. Après moi là, je pensais que ça allait mieux, et en fait, en faisant une échographie, je me rends compte que c'est la cata. Donc est-ce que j'ai l'impression qu'il y a pas de règle, que c'est hyper varié, vraiment. Mais il y en a pour lesquelles ça s'arrange, mais il y en a plein pour lesquelles ça s'arrange pas du tout. Et celles pour lesquelles ça s'arrange pas du tout, ça devient dramatique, hein. C'est dingue. Les issues sont horribles, en fait. Là, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que les témoignages que j'ai reçus cet été, ça fait 1 an post-injection, sont affreux, quoi. J'ai un nombre de cancers de l'endomètre, parce qu'en fait, l'endomètre qui fonctionne à plein régime, de façon hémorragique, qui arrête pas d'être en inflammation tout le temps et tout, bah, il fatigue, et donc là, il y a des cancers de l'endomètre, beaucoup de polypes utérins. C'était pas dans les témoignages il y a quelques mois. Voilà, j'ai envie de dire, ça fait 2 mois et demi que ça a vraiment, vraiment évolué, quoi. Vers un truc, très, très, très dur. Dans les témoignages que j'ai, déjà, il y a «Où est ma libido?», il y a vraiment des hommes qui ont des difficultés d'érection après la vaccination, mais il y a aussi des spermogrammes qui sont hyper mauvais pour, des hommes qui avaient des enfants, ils étaient en couple, et puis là, là, ils avaient, 1-2 enfants, tout allait très bien, et là, ils arrivent plus à en avoir, et en fait, elle a des problèmes de cycle, et puis lui, il a un spermogramme à 0, quoi. De mémoire, je sais qu'il y avait eu un article publié, alors peut-être que je le mettrai dans les références si je le retrouve, sur la motilité et peut-être la quantité des spermatozoïdes après vaccination, qui montrait une baisse de la quantité et de la motilité qui était transitoire, mais pas là aussi. La moyenne s'arrangeait, mais il y Mmh. avait un pourcentage de la population qu'ils étudiaient pour lesquels ça continuait au-delà de la limite qu'ils avaient fixée pour leur étude. Ouais. Donc il y a aussi un impact qui a été objectivé chez les hommes. Tu disais que les médecins te contactaient, mais avec une réticence à ce que leur nom soit partagé. Qu'est-ce qui explique en France que les médecins aient peur de témoigner sur ce sujet-là? Ah bah, parce que s'ils témoignent, au bout d'un moment, ils passent devant le conseil de l'ordre, et puis c'est tout, hein. Ceux qui ont pas voulu aller dans le sens de ce qu'on disait, parce qu'il y a quand même des médecins qui m'ont dit: «On n'a pas le choix, on est obligé, on nous l'a demandé, on peut pas faire autrement», voilà. Il y a une vraie forme de pression, hein, j'ai l'impression, peut-être au niveau de la HS, moi j'en ai aucune idée de comment réellement, ils ont été impactés, mais voilà, quand tu es médecin et que tu te prononces en défaveur, ou en tout cas, en allant dans le sens contraire, là, du narratif, vaccination Covid, tu te fais, bah, lapider sur la place publique à peu près.
Tu as parlé de l'audition par l'OPC, L'OPUSCT. le PESCT et la NSM. On a déjà parlé un petit peu avant, mais finalement, qu'est-ce que tu en retiens d'encourageant et de décourageant de ces démarches-là? Parce qu'il semble qu'il y avait quand même en partie la réalité de ces symptômes a été quand même quittancée, et puis en partie l'espoir que ça ait des conséquences concrètes n'est pas sorti reboosté à bloc de ces rencontres. Non, pas tellement, bah oui, parce qu'en fait, ils ont dit clairement que c'était un effet secondaire avéré. Ça, ils se posaient plus la question suite à ça. Mais ça reste le Sénat. C'est-à-dire qu'après, il fallait que ce soit pris en charge par la NSM, par l'EMA, quoi. Enfin, quelque chose de réel, et que par contre, il n'y a rien eu de concret. Et qu'en plus de ça, changement de gouvernement, les rapporteurs du Sénat ne sont plus les mêmes, donc c'est d'autres qui ne nous ont même pas entendus qui vont devoir faire la suite du rapport. Ça n'a aucun intérêt, voilà. Mais nous, en fait, on s'arrête pas là, puisque dans la semaine, on demande en fait une audition publique au PRAC, et donc que l'EMA se saisisse vraiment du problème. Elle est censée s'en être saisie, mais on n'a pas de nouvelles depuis février. Et ils ont rendu un rapport, il me semble, qui devait être rendu début septembre, que j'ai vu arriver sur ma boîte mail. Ah. Je l'ai pas encore ouvert, Donc mais où ils reconnaissent rien du tout, hein, où il y a rien du tout. Puis en plus, il y avait quand même des données des laboratoires qui étaient attendus et qui n'arrivaient pas. En fait, ils les avaient demandées, puis il y avait aucun retour. Et en fait, ils ne veulent tellement pas sortir de leur de cette folie-là, vaccinale, où on y va et on ne se remet jamais en question, que on laisse des gens malades de côté. On continue de vraiment de mettre des vies en l'air, quoi. C'est hyper grave. Pour ne pas dire, qu'il y a un problème. En fait, le problème, il est là. Et c'est ça ce qui est terrible, hein. C'est qu'on voit les choses, on sait qu'elles sont là, mais il y a cette espèce de blocage qui défie toute logique. il y a cette inversion de la charge de la preuve, comme le rappelait le professeur japonais. Normalement, on part du principe que c'est imputable au produit, et c'est avec cette idée en tête qu'on agit, en fait, et pas avec l'idée que il peut pas être en cause, qui semble être l'idée qui dirige les actions, notamment à l'EMA. Je me couperai au montage si je dis une bêtise, mais dans mon souvenir, j'avais lu et vérifié, après avoir lu, parce qu'il faut se méfier des réseaux sociaux, C'est vrai. que Emer Cookie, qui est la directrice, je crois, d'origine irlandaise de l'EMA, avant d'être directrice de l'EMA, avait travaillé pour le principal lobby des entreprises pharmaceutiques en Europe pendant des années. Et j'y avais pas cru tout de suite. Je me suis dit, bon, vérifions, mais c'était vrai. Et ça semble ne déranger personne. Donc c'est aussi difficile d'espérer une complète objectivité quand on a ce parcours-là. Ensuite, son pouvoir décisionnel est peut-être pas engagé sur ce genre de choses-là, mais voilà, ça met une certaine ambiance. Mais il n'y a pas qu'elle. Enfin, je veux dire, quand on regarde, les conflits d'intérêts, on les trouve sur Internet, hein. Les fiches, elles doivent être mises en accès. Donc, quand on regarde, généralement, ils ont tous vraiment des vrais conflits d'intérêts, quoi. Vrais de vrais. On a parlé des autorités sanitaires, des autorités politiques, on a parlé des médecins, on n'a pas parlé des médias. Comment ça se passe avec les médias? Est-ce qu'ils sont à l'écoute? Est-ce qu'ils s'intéressent? Je dirais que les médias alternatifs et indépendants sont absolument charmants. Concernant le mainstream, ma seule expérience brève a été avec Libé, qui a fait un article horrible, un check news fait par une stagiaire, et ils ont pas été très sympas, non, hein. Vraiment pas. Ils ont dit qu'on était un collectif de covidosceptiques, qui remettions en question les choses, qu'on était gouverné par l'extrême droite, parce que maintenant c'est facile, en fait. Si t'es pas d'accord avec le truc, ou t'es complotiste, ou t'es d'extrême droite, ou je sais pas, voilà, enfin, il y en a plein des petites appellations comme ça. On pourrait presque générer des articles par intelligence artificielle, parce que c'est toujours un peu le même vocabulaire. La controversée, mais le différent. Voilà. Proche des milieux complotistes, enfin voilà. Exactement, a été aperçu avec. Enfin, Oui, oui. À l'époque de feu ma grande-tante, et je repense beaucoup à cette période-là, parce qu'en Suisse, on a eu un scandale politique, mais il y a longtemps, il y a 40 ans, sur les fiches
nos services secrets intérieurs, services de sécurité intérieure, faisaient des fiches sur les citoyens qui étaient soupçonnés d'avoir des sympathies communistes. D'accord. Et ma grande-tante elle avait des sympathies communistes. Voilà, tout à fait, elle en avait. Et donc, elle avait demandé une copie de sa fiche qui, dans la tradition bureaucratique, il y avait énormément de caviardage, beaucoup de choses qui étaient illisibles, notamment le nom des informateurs, etc. Mais c'était une succession de a été aperçu en compagnie de dans l'endroit tel ou tel, réputé, et je retrouve vraiment ce vocabulaire détestable dans ces articles de fact-checking où souvent les 2 tiers de l'article, quand on parle d'une personne, c'est établir qu'elle a été au mauvais endroit avec la mauvaise personne, et Exactement. donc on peut la catégoriser Mmh. d'antivax, de complotiste, etc., en effet d'extrême droite. Alors il y a des attributions politiques qui ont aucun sens, qui sont faites par rapport à ça. Oui, puis moi, on me reproche beaucoup parce que c'est vrai que dans les radios qui nous ont donné, la parole, il y en a eu très peu. Puis bon, il y a eu Radio Courtoisie qui nous ont accueillis 2 fois et tout, qui était super sympathique. Et moi, comme je le dis depuis le début, je prends les espaces de parole qu'on me donne. C'est-à-dire que si France Inter veut que je vienne, je vais y aller avec plaisir, mais France Inter ne m'appelle pas. C'est-à-dire si Le Monde veut faire un article sur Où est mon cycle, j'y vais. Bah non, voilà. On me dit: «Oui, tu passes chez France Soir, tu passes à droite, tu passes à gauche», mais attends, moi je vais là où on m'écoute, là où on me laisse parler. Là, je veux dire, toutes les femmes que je représente, elles ont besoin que leur voix soit exprimée. Ça dérangeait absolument pas les journaux de faire des gros titres, mais même en première page dans mon souvenir, sur un scandale sanitaire à demi imaginaire. Et maintenant, c'est absolument tabou pour des problèmes qui sont avérés, dont il faudrait au moins parler, à défaut de faire une attribution causale au vaccin qu'on peut pas faire formellement. Alors très bien, mais au moins parler de la réalité du phénomène, puisque ça, c'est reconnu par tout le monde, en Oui, fait. ils en parlent. Il y a eu les dépêches, hein, de l'AFP, ils en parlent un peu. Enfin, moi, je sais que le collectif, il a quand même été cité dans le Huffington Post, Marie-Claire, enfin pas mal. On a quand même beaucoup d'articles, hein. Mais généralement, ils suivent. C'est l'AFP, hein, ils disent que c'est pas grave en fait. Donc on en parle, c'est reconnu, mais c'est pas grave. Il y a un autre volet qui a posé problème parfois, en tout cas pour d'autres groupes. Et t'en as parlé tout à l'heure avec le nombre d'abonnés qui stagne sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des groupes majeurs, mais il y a longtemps, en 2021, des groupes s'étaient formés anglophones qui recensaient les effets secondaires graves suite au vaccin Covid, et certains qui comptaient plus de, je crois, de 100 000 Ouais, ils ont été abonnés ont été fermés pour du jour au désinformation, lendemain. désinformation. Comment ça s'est passé, à part, est-ce qu'il y a eu d'autres choses que cette impression d'être, comme on dit, shadowban, ou d'être limité dans la capacité à avoir de nouveaux abonnés sur C'est même pas Instagram? une impression, c'est que des fois, je vais faire une story, elle va être vue 5500 fois, 6000 fois, et puis des fois 200. Hmm. Voilà, donc là, c'est un bon shadowban quand même. Et puis, il y a des abonnés la nuit, tiens, et d'un coup, il y en a 75, 75 qui ont disparu en une nuit, ou 100, 150. Tu fais bon, d'accord. Là, pour passer la barre des 17 000, on a ramé, mais alors, bien quoi. Quand on me censure sur Instagram, ce qui me met extrêmement en colère, mais extrêmement en colère, c'est qu'il y a plein de femmes qui sont malades, qui ne savent pas que leurs effets secondaires sont potentiellement dus à la vaccination, qui n'ont personne avec qui parler parce que les règles, c'est un tabou et que quand tu as 50 ans, 60 ans, tu pas forcément toujours à l'aise, tu pas forcément la bonne personne avec qui en parler, tu n'en parles pas et donc tu es seule dans ton mal-être et dans ton corps qui te fait souffrir. Et en fait, toute cette censure, c'est ça qu'elle fait. Instagram, c'est ça qu'ils font. Voilà, ils censurent le truc et puis ça nous empêche d'aider et d'avertir et de dire aussi à des gamines de 14 ans qui ont des règles de folie depuis des mois, écoutez, être une femme, c'est pas ça. Il y a autre chose. Et panique pas et on va essayer de trouver des solutions. J'avais oublié, quand on a parlé des médias, euh, logiquement, les médias féministes devraient être plus favorables. Non, Voilà. non. J'ai contacté tellement de féministes. Dire, si, il y a une marque de culottes menstruelles qui en a parlé au début du mois de février, qui a envoyé à tous ses abonnés une newsletter en disant: «Vos règles sont plus abondantes depuis la vaccination, mais nos culottes, bip, sont faites pour vous et ne vous inquiétez pas, on en a parlé avec des médecins, ce n'est pas grave». Voilà, ça c'est une culotte menstruelle, logiquement 100% féministe, pour les femmes, pensée pour les femmes, qui te dit qu'en fait ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas grave, qu'ils en ont parlé avec des médecins. Donc ça, si c'est pas un peu du lobby, je sais pas. Ouais, c'est pas très encourageant.
C'est pas hyper encourageant, mais on va faire des choses super encourageantes. Là, déjà, il y a le livre. Alors oui, c'est pas le livre, c'est pas un roman de gare, c'est pas un livre de plage, mais après, on peut y trouver des informations, je veux dire, juridiques qui sont intéressantes, parce que Diane, elle a quand même fait une super partie, pour, en fait, ce livre, c'est aussi un outil. C'est-à-dire, quand on voit qu'on a plein de copines qui se posent la question, prends le livre, regarde, lis-le, tu vas comprendre. Et en fait, déjà, de comprendre ce qui se passe dans notre corps, c'est déjà le début d'un processus. Les lueurs d'espoir, donc c'est continuer les démarches, c'est aussi le fait que entre le livre, les réseaux sociaux, les médias qui s'y intéressent. Mais en fait, la lueur d'espoir, c'est quoi? C'est de prendre les gens, de les secouer, de leur dire maintenant, vous regardez ce qui est en train de se passer, il faut une réelle étude, il faut des soins et il faut des médecins qui se pensent sur le sujet avec des moyens. C'est ça, en fait, qu'il faut. Parce que il y a pas 1000 possibilités. Et puis, il y a un moment, il peut pas ne pas y avoir de remède. C'est pas possible. On dit toujours qu'il n'y a pas de poison sans antidote. Moi, j'aime à penser qu'il y en a un, mais par contre, il va falloir qu'ils s'y mettent, quoi. Et puis, faut que surtout que ça serve de leçon, quoi. C'est pas possible, de vivre un truc pareil. Quelqu'un, quelqu'une, une femme qui rencontre ces problèmes-là, tu les recommandes de faire quoi? Les démarches à entreprendre, aussi bien, c'est pas médical que la notification en pharmacovigilance ou Alors, prendre contact avec toi, bien sûr, ou avec ton collectif. oui, oui, bien entendu, elles peuvent prendre contact avec Oui Mon Cycle si elles veulent, déjà, se renseigner un peu, faire un témoignage, ça c'est parfaitement possible. Ensuite, il y a des sites internet qui existent avec, où on peut trouver des médecins vraiment recommandés par les femmes, des gynécologues, des sages-femmes et tout ça. Moi, je pense que voilà, si elles rencontrent ça, déjà, elles en parlent autour d'elles. Elle en parle à ses copines, elle s'isole pas, et et puis elle voit parce qu'en fait, il y aura peut-être des gens qui vont dire: moi aussi, j'ai trouvé un bon médecin». Voilà. Parce que je pense en communiquant beaucoup, on a quand même déjà, beaucoup plus de chances de trouver une solution, hein, plutôt qu'en n'en parlant pas. Et après voilà, il y a des sites internet qui existent avec des médecins qui sont vraiment chouettes, qui sont recommandés, qui sont doux, qui sont gentils, qui sont à l'écoute et tout. Donc pour en passer par là, bien entendu faire une déclaration de pharmacovigilance. Et puis ensuite, on a mis en place un forum sur le site internet de Où est mon cycle. Donc je sais il y a des pages sur la Belgique, il y a la France et tout, et là, venir, par exemple, si c'est la Suisse, ouvrir un petit topic suisse en disant: «Voilà, je suis en Suisse, est-ce que quelqu'un a des conseils?» Et puis, voilà, après moi je compte toujours, sur le bouche à oreille et sur le fait que tout le monde s'entraide un petit peu pour, arriver à trouver des solutions. Là, il y a eu la sortie du livre, enfin qui sort officiellement vraiment début octobre. Hem et puis ce livre-là, voilà, c'était surtout pour, un peu éveiller les consciences, quoi. Et puis il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit qu'elles avaient hâte de l'avoir pour aller le coller sous le nez de leur médecin parce que, «Et non mais arrêtez, vous êtes toute seule» et tout ça. «Ah bon? Je suis vraiment toute seule?» Donc voilà, ça c'était aussi, puis c'est une forme de reconnaissance et j'espère que ça va leur donner suffisamment d'assurance pour pouvoir, parce qu'il y en a, ils ont eu des hystérectomies, des histoires terribles et leur famille qui disaient: «Mais tu es vraiment une complotiste, qu'est-ce que tu racontes, le vaccin, le truc». Et à un Ouais, moment, voilà, c'est difficile parce que c'est une blessure émotionnelle par-dessus la blessure physique bien quand sûr, on n'est pas cru. bien sûr. En tout cas, j'espère que le livre va les aider à les rendre légitimes. Mmh. Ça, c'est hyper important. Et puis qui va voilà, que toutes les nanas qui peuvent se poser la question quand elles vont le voir en rayon, et qu'elles vont regarder, le garde-couverture, elles vont se dire: «Ah purée, moi aussi, attends, faut que je regarde», et voilà, et que ça va faire un peu cet effet boule de neige. Parce qu'en fait, il faut pas oublier ce qui est en train de se passer là. Ça va faire 1 an qu'on essaye de faire reconnaître des effets secondaires super graves. Heu alors il y a plein de choses qui sont faites, mais concrètement, ah si, quand même, quand le site Instagram s'est lancé, on n'en parlait pas du tout. C'était tabou, on pouvait pas parler des effets secondaires sur le cycle, nulle part, c'était impossible. Donc c'est vrai que maintenant, les gens en parlent, ils osent et tout, ça avance. Puis, je veux dire, il y a eu des articles dans les journaux, ça a bougé. Mais, c'est pas suffisant du tout. Moi, je suis pas encore satisfaite, absolument pas. Quel serait ton dernier mot, ton message, le message que tu aimerais transmettre, peut-être le plus fondamental?
Non, j'allais encore dire une bêtise. Heu, c'est parler, en fait. Parler, parce qu'il faut penser à toutes les femmes qui sont pas informées, aux très jeunes filles, puis aux femmes très âgées. Voilà, parce qu'il y en a plein qui ont très, très peur, qui ont surtout moi je le vois dans les endroits un peu les campagnes et tout en France où, il y a pas de médecin, il y a pas trop de médecins, pas trop de gynéco. Moi, j'ai un monsieur qui me dit: «Ma femme a 92 ans, elle est alitée, je me demande si elle a pas un cancer du col de l'utérus», parce qu'elle Mmh. avait eu des saignements. Voilà, et donc je pense qu'il faut parler en fait. C'est bon, les règles ça existe depuis toujours, hein, ça fait que le monde est monde et qu'on est tous ici, donc maintenant on en parle, en discuter comme de quelque chose le plus simplement possible. Tu as été chez l'ophtalmo, tu as été chez le gynéco. C'est important. Faut penser aux autres, quoi. Mélodie, merci beaucoup. Ouais. Je dois rappeler que le collectif a un site, je crois que c'est www.ouestmoncycle.com, Oui, c'est c'est juste. ça. Et que sur le site, j'imagine qu'on trouve aussi la référence à tous les comptes sur les réseaux sociaux, sur Telegram, vaccin baramba menstruel sur Instagram, sauf erreur, C'est ça. c'est ça. Le livre, écrit en collaboration avec la gynécologue Laurence Kaiser, l'avocate Diane Prota, chez l'éditeur belge Marco Pieter, s'intitule Où est mon cycle? Et il sera bientôt en vente dans toutes les bonnes librairies, mais pas encore, c'est ça? Il est sur le site internet pour l'instant de l'éditeur. Il vient juste de le recevoir et puis la sortie, voilà, officielle est prévue, début octobre. Eh bien, j'espère qu'il sera beaucoup lu. Moi aussi, vraiment, vraiment. J'espère qu'il va bien servir. Bah, déjà, il rend hommage à toutes les femmes dont il parle, hein, et puis, et dont il ne parle pas, parce que j'ai pas pu mettre tous les témoignages. Mais, voilà, j'espère qu'il va servir à avertir, à prévenir et en tout cas à être un outil de discussion aussi, ce qui est important. Merci beaucoup.